Bonjour à tous. Aujourd'hui, on rencontre Julien Poupard, qui est un éleveur, en fait, qui est un reproducteur de poissons, mais pas un reproducteur pour la vente, là. Un reproducteur juste pour reproduire. Avec ses années d'expérience, il connaît plein de choses. Il est fascinant, il est passionnant. On va discuter un peu de sa passion, de comment il procède. Il va nous donner quelques anecdotes. Bientôt, il va y avoir une deuxième section où on va parler un peu plus profondément de différentes espèces qu'il a reproduites. Dans les dernières vidéos, j'ai déjà mentionné, moi, je fais partie de la Société d'aquariophilie de Montréal. Je vais mettre en description un lien pour aller voir la page Facebook de la SAM, donc la Société d'aquariophilie de Montréal. Puis c'est là que j'ai rencontré plein d'experts, c'est là que j'ai vraiment ouvert ma vue sur l'aquariophilie. Très rapidement, je me suis rendu compte que M. Poupard était en fait un des maîtres Jedi de l'aquariophilie du Québec. Cet homme vaut la peine d'être vu. Tout ce que vous allez voir aujourd'hui, ce n'est qu'une infime partie de ses connaissances. Donc, je vous invite à l'écouter sans plus tarder. Vous êtes à 765 espèces, c'est ça? Absolument. Mais j'ai fait ça en 2 temps. Hein. La première phase date de la fondation du club dans les années 80. Hein. Là, j'en ai fait pendant 6 ans de temps. Enfin, c'était mon hobby, je ne faisais que ça. Puis là, j'en ai fait 200 pendant cette période-là. Puis après ça, j'ai pris un break parce que j'ai eu des enfants, puis j'ai eu des déménagements, puis tout ça. Ça fait que j'ai recommencé tout ça en 2007. Là, j'en ai fait 580 depuis. À ce moment-là, M. Poupard a élaboré un peu plus, puis est allé un peu plus dans qu'est-ce qui l'animait dans l'aquariophilie. J'ai toujours été fasciné par la vie, l'émergence de la vie. J'ai toujours été quelqu'un qui intervenait beaucoup dans ces reproductions. Bon, des fois, on est chanceux, on peut laisser un couple, ils prennent soin de la progéniture, puis tout va bien. Mais moi, j'ai plus l'instinct d'aller jouer là-dedans, puis d'aller intervenir. Je vais retirer la pompe, puis je vais l'incuber moi-même. Parce que très souvent, les milieux d'aquarium, c'est des milieux qui sont très hostiles pour les alevins. Ils sont protégés un bout de temps, mais à un moment donné, ils se promènent partout, puis là, les congénères ou les autres poissons vont les dévorer. Alors, c'est pour ça que je le fais, puis je le fais aussi parce que je veux contrôler parfaitement toutes les étapes. La nourriture aussi, c'est très important. Il faut que les alevins baignent dans de la nourriture, mais pas trop. Il faut que tu sois vraiment là, ça coche pour maintenir des très bonnes conditions d'hygiène. Très, très, très important parce que si tu es sloppé un petit peu, tu vas tout perdre très, très, très rapidement. Par rapport à ces espèces-là, parce que comme vous dites, l'exemple, vous en faites que ce soit 200 dans l'espace de 6 ans ou 500 de plus, j'imagine, dans les... Vous avez dit depuis 2007, si je me trompe? Les 13 dernières années, oui. Comment on réussit ça? Est-ce qu'on a un nombre d'aquariums démesuré? Est-ce qu'on fait plusieurs reproductions dans les mêmes aquariums? Moi, j'ai un fish room. C'est mon 5e fish room. Le 4e était un bon fish room. J'avais 75 aquariums, les grosses aquariums. Maintenant, j'ai à peu près 25 aquariums. C'est plus petit, mais pour faire une espèce, ça demande 2 à 3 aquariums. Est-ce que vous avez un système, on pourrait dire, d'air, vous faites tout avec des filtres à air, ou est-ce que vous avez une filtration pour chaque aquarium? Comment vous fonctionnez? Moi, je ne peux pas faire comme tu fais, là, comme je vois en arrière de toi, des aquariums en série, ça ne marche pas chez moi. Parce que moi, j'ai des poissons qui viennent de tous les continents, de l'eau acide, de l'eau alcaline, de l'eau dure, de l'eau douce. Chaque aquarium est séparé, puis chaque aquarium a des besoins spécifiques, chaque aquarium a des températures spécifiques. Alors moi, j'ai un système à l'air, j'ai une pompe à l'air centrale, puis je vais propulser des filtres de coin ou des filtres éponges un peu partout. Dans les plus gros aquariums, je vais avoir des filtres motorisés ou des filtres à décante. Chaque poisson a un filtre spécifique. Il y a des poissons que le jet d'eau va être plus doux, d'autres plus aigus. Par exemple, comme des discus. Les discus ont besoin d'une eau extrêmement claire, extrêmement propre, mais tu ne mets pas beaucoup de mouvement dans l'eau parce que si tu mets beaucoup de mouvement, tes discus vont s'épuiser. Alors, chaque filtre, j'ai beaucoup de sortes de filtres motorisés ou pas, puis je vais l'adapter pour chaque espèce. Des changements d'eau, c'est presque une tâche quotidienne pour vous, là. Vous devez en faire un peu à chaque jour pour y arriver? Ça dépend des aquariums. Mes aquariums de Plecostomus, les plécos, les poissons-chats, eux, c'est 20 de changement d'eau chaque jour. Les alevins, ça va être 10 2 à 3 fois par jour. Dans mon aquarium de 1 gallon, là, où j'ai des alevins, là, je vais avoir pas juste un petit filtre, je vais en avoir 2 puis 3. Et après ça, je mets ces filtres-là à très faible débit dans des petits aquariums. Alors, les filtres peuvent compter pour 20 de l'espace interne. Alors, tous les jours, je vais suctionner le fond de l'aquarium pour enlever toute la nourriture qui est immangeable. Puis, je vais la remplacer par de l'eau qui provient de l'aquarium des adultes. Quand les alevins seront plus vieux, peut-être un mois et demi, ben là, je vais commencer à les faire des changements d'eau avec de l'eau du robinet. Alors, ici au Canada, on a une eau moyennement dure, légèrement alcaline. Alors là, je vais le faire à 10 pour les amener à un état que je peux les vendre ou je peux les échanger avec. Parce que je suis conscient que si
Si je les laisse dans de l'eau originale qui provient des parents, ben, ils vont avoir un méchant choc osmotique quand je vais les changer dans une autre eau. Et ça, je le fais à partir d'un mois et demi. Là, je vais les adapter pour pouvoir les transférer. Justement, les espèces demandent des choses très spécifiques. Au niveau de la recherche, chaque poisson a ses propres règles, mais pour les découvrir, pouvez-vous nous expliquer un peu comment vous faites, comment vous procédez? C'est sûr qu'on a Internet maintenant, mais comment aller chercher la véracité? Moi, dans les années 80, évidemment, j'avais une bibliothèque à la maison. Maintenant, bon, je vais sur Internet comme tout le monde, mais je vais prendre 4 ou 5 sites, puis je vais faire une moyenne de tout ça. Parce qu'il y a des variations. Il y a des variations de température ou de conditions d'eau, mais de l'eau acide, c'est de l'eau acide. Mais la mesure, le degré d'acidité, mais là, je vais faire une moyenne, puis là, je vais composer avec. On est allé un peu plus en détail sur ce que ça impliquait reproduire une espèce de poisson. Il y a beaucoup de facteurs qui font qu'un poisson se reproduise ou non. Dans un premier temps, ben, il faut l'alimenter correctement pour que les femelles puissent maturer leurs œufs. Si les femelles n'ont pas d'œufs ou s'ils ne sont pas matures, oublie ça. Il n'y a rien qui va marcher. Alors, un coup que ça fait, un chou qui est capable de faire maturer les œufs de la femelle, mais après ça, ça prend l'environnement. L'environnement, mais ça va être la qualité de l'eau. Il faut que le poisson se sente inspiré par la qualité de l'eau. Puis aussi, il y a le côté un peu psychologique. Il faut que le poisson soit dominant dans son aquarium. Exemple, tu veux reproduire des corydoras. Alors, tu as des corydoras, puis avec ça, tu as des cyclidés, mettons, sud-américains, qui vont bien ensemble. Mais là, il va y avoir une compétition, là. Parce que, bien, un des deux qui contrôle le fond, puis les deux veulent contrôler le fond. Alors, tu vas ajouter un stress de surplus à ton poisson que tu veux reproduire si tu veux que ce soit ton corydoras. Alors, pour reproduire des corydoras, mais il faut qu'il soit maigre de tout le fond. Tu peux ajouter des tétras si ça te tente, là. Des tétras, parce que ça, c'est un poisson qui vit un peu plus à la surface, ou en tout cas, dans le milieu. Le corydoras va vraiment pouvoir se consacrer à la reproduction parce qu'il n'y aura pas d'éléments adverses qui vont venir le contrecarrer. Là, après ça, bien, il faut recueillir les œufs, puis après ça, il faut nourrir les alevins. Les alevins ne sont pas tous de la même grosseur. Il y en a qui sont microscopiques, comme les kilis ou les tétras, c'est vraiment microscopique. Là, ça demande des techniques spéciales pour les nourrir. Est-ce que vous mettez des décorations ou presque pas? Qu'est-ce qui fait que vous choisissez quel genre de décoration mettre dans quel aquarium? Bon, alors, on va parler du gravier. Le gravier, le sable, tout ça, j'essaie de ne pas en mettre quand c'est possible. Mais je vais en mettre pour deux raisons. Je vais en mettre, pour la première raison, ce sera pour maintenir une certaine santé mentale du poisson. Les cylindés, ça aime ça creuser, c'est très important pour eux. Puis aussi les poissons qui ne peuvent pas supporter leur réflexion sur le verre. Mais quand je mets du gravier, on comprend que je vais mettre du gravier suffisamment pour couvrir au moins la moitié de l'aquarium. L'autre moitié n'aura pas de gravier. Les poissons ne demandent pas là, 52 cm de gravier pour être heureux. Hein. Il suffit que tu couvres le fond, puis même pas au complet. Ils vont jouer un peu là-dedans. Hein. Pour moi, du gravier, c'est très nocif parce qu'il suffit qu'on commence à nettoyer ça pour s'en rendre compte. Ça ramasse toutes sortes de substances qui sont indésirables. Et ça va contre mon objectif d'avoir la meilleure qualité d'eau possible. Et je ne mets pas d'éclairage dans mes aquariums, c'est juste l'éclairage ambiant. Pour moi, la priorité, c'est la qualité de l'eau. Écoutez bien le prochain segment parce que M. Poupard va vous révéler, on pourrait dire, la vérité sur quand on fait un transfert de poisson d'un aquarium à un autre. Donc, quand on achète dans une animalerie ou ailleurs, vraiment, ça, c'est super important. Vous allez entendre l'avis d'un expert. Vous allez voir que la température, c'est moins important qu'on pense. Tu vas dans un encan, tu achètes un poisson magnifique, tu le mets dans ton aquarium, il se retourne de bord, il commence à manger, tout va bien. Au même encan, tu en achètes un autre, tu le mets dans l'aquarium, il va rentrer en arrière du filtre, il va être blanc comme un drap, puis il va rester là pendant 3 jours, complètement terrorisé. Ce qui arrive bien souvent, c'est à cause de la dureté de l'eau. Mais ça, c'est le point le plus important. Quand les gens vont acheter des poissons, le fait des tests avant, puis la température, ça n'a pas vraiment un gros effet. Puis le pH aussi. Mais si tu peux déterminer qu'il y a une grande différence de dureté de l'eau entre ton aquarium puis l'aquarium d'où provient le poisson, ça, c'est important. Parce qu'un choc osmotique, c'est très dur, c'est très fort. Un poisson que tu mets dans une eau qui est beaucoup plus dure, bien, il va se vider de son eau, il va sécher sur pied. Ultimement, il peut en mourir. Ça doit être épouvantable. Quand on va se baigner dans la mer, quand on reste longtemps, on vient les mains toutes sèches, toutes rugueuses. C'est ça le choc osmotique. Le poisson lui-même, il pourrait tolérer différentes duretés, mais il ne peut pas tolérer le changement, c'est ça? Exactement. Dans l'Amazonie, là,
Pendant la saison sèche puis la saison des pluies, il y a une énorme variation, mais elle se fait graduellement, tranquillement. Les poissons peuvent le supporter, cette variation-là. Moi, je fais de la plongée sous-marine, mais je peux vous garantir qu'en la surface de l'eau, puis 10 pieds, 15 pieds sous l'eau, la température n'est pas la même. Là. Pas du tout, du tout, du tout. Ça donne. Alors, les poissons, ils peuvent survivre à ça aussi. Là. Ton poisson, il est à 30 degrés en surface, mais il peut tout aussi bien tomber à 25, 10 pieds plus profond. Là. Ça ne l'affectera pas tellement. Mais la dureté, là, watch out. Ça, c'est vraiment difficile. Puis pour l'acclimater, vous procédez de quelle façon? Est-ce que vous y allez au compte-gouttes? Parce que vous dites durée de... Parce que justement, il faut que la durée soit grande, parce que le changement, il faut qu'elle se fasse sur le long terme, la transition. No bullshit. Là. Je vais te dire ce que je fais là. Si je sais d'où ça vient, mettons que je prends un poisson de chez toi, là, je sais que tu ne vendras pas un poisson malade. OK, ça, je le sais, je suis convaincu de ça. Mais on ne sait jamais. Alors, tous mes poissons subissent une quarantaine. J'ai des aquariums vides où je mets de l'eau. Maintenant, je vais faire un test. Si je vois que ton aquarium est à 130 parties par million, la mienne à 120, je le dompe dedans directement. Je ne fais même pas de... Je fais rien. Je le mets dedans comme ça, là, puis ça va très bien. Pour les espèces beaucoup plus fragiles, je pense aux apistogramma, aux tétras, tout ça, mais là j'y vais au goutte à goutte. Ça, c'est pour les petits poissons. Pour les plus gros, on peut mettre ça dans une espèce de récipient, un gros récipient, puis là, tu y vas à coups de litre, puis tu échanges comme ça. J'ai un instrument numérique là, américain, et ça me donne une lecture instantanée, rapide. À 25 aquariums, je ne peux pas me promener avec des banques. C'est impossible, ou ça coûterait trop cher. Et j'utilise beaucoup de l'eau osmosée, surtout pour les espèces asiatiques ou les espèces sud-américaines. Les styles africains, c'est capable d'en prendre beaucoup. Mais les espèces même du centre de l'Afrique, les rivières africaines, il faut surveiller ça. Mais je me promène tout le temps. Moi, je fais des tests d'eau là, tous les jours. Il n'y a pas de jour que j'en fais pas. Quand on a parlé, vous m'avez dit justement que les espèces que vous choisissez, ce n'est pas toujours les plus belles. Là. Ça peut être des espèces brunes, ternes. Qu'est-ce qui fait qu'une espèce, c'est elle que vous voulez reproduire? Est-ce que c'est sa rareté? C'est seulement l'opportunité? Comment vous procédez pour les avoir, les espèces? Il y a des espèces qui m'attirent plus parce que c'est un peu plus difficile. Je pense que celle qui m'a le plus allumé, là, c'est le Copena arnoldi. Le Copena arnoldi, c'est un petit poisson qui mesure 2,5 cm. Il est beige, transparent. Le mâle a un petit point noir quelque part. C'est complètement nul comme couleur. Je me souviens à l'époque, j'ai été dans une animalerie, c'était dans l'ouest de l'Est. Là, dans l'aquarium en bas, là, je regarde, puis je les ai reconnus, mais je n'en avais jamais vu. Là, j'ai demandé au patron, je dis, qu'est-ce que c'est? Là, je pense que c'est des Copena, mais c'est une erreur. Il dit, ils m'ont livré ça, puis je voulais d'autres tétras. Mais ça, là, c'est une mine d'or pour moi. Alors, le Copena arnoldi se reproduit en Amérique du Sud dans des petits ruisseaux infestés de calimaçons. Infestés. Alors, les calimaçons, pour la plupart, c'est des grands destructeurs d'œufs. Et lui, il a réussi à survivre. Comment il fait pour survivre? C'est que ça se passe à la saison des pluies, avant un très gros orage. Le poisson est capable de le sentir qu'il y aura un orage. Alors, après la pluie, tout est très humide. Alors, le mâle va sauter hors de l'eau et il fait un trajet à peu près de 4 pouces. Il va se retourner pendant qu'il sort hors de l'eau. Puis, avec ses nageoires anales, il va se coller en dessous d'une feuille qui est aérienne. Là, il va éjaculer là-dessus. Il va tomber à l'eau. Et là, la femelle, elle va repérer le spot, puis elle va sauter 15 à 20 fois pour coller dans ce spot-là ses œufs. Puis après ça, le Copena va rester en dessous de la feuille, puis à toutes les 30 secondes, il va donner un coup de nageoire caudale pour asperger ses œufs. Alors, c'est pour ça que son surnom, c'est le splashing tétra. Après X heures et jours, dépendant de la température, tu vois les alevins qui tournent dans leurs œufs. Puis ils tombent littéralement dans l'aquarium. C'est comme ça que la reproduction se fait. Ça, pour moi, ça a été l'apothéose du fun. J'ai vraiment adoré faire cette reproduction-là, mais je l'ai fait juste une fois. Avez-vous eu besoin de représenter un orage chez vous? Je veux dire, comment vous avez fait pour les inciter à aller sur une feuille et faire
ils ont fait ce processus-là, en fait? C'est parce que j'ai modifié l'environnement. Hein. Alors moi, j'ai mis de l'eau très acide, très douce, très, très douce. Parce qu'au printemps, dans l'Amazonie, l'eau devient beaucoup plus acide et douce à cause de la pluie. Puis la pluie qui tombe va percoler dans toutes les feuilles mortes sur le côté. Alors, ça fait un jus très acide, très coloré aussi. Il y a beaucoup de tanins dedans. C'est pas très beau. Hein. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé mon aquarium. Bon, je me souviens, c'était d'une 5 gallons. Je l'ai vidé à moitié. Là, j'ai mis un morceau, c'est ça, de la slate, c'est une plaque d'ardoise qui était à moitié rentrée, à moitié sortie. Là, j'ai observé, et c'était exactement arrivé avant un orage, un gros orage. Ce qui m'a toujours interloqué, c'était que c'était dans mon sous-sol. Alors, le poisson n'avait aucune idée de voir quel temps qu'il faisait, mais apparemment, il l'a senti. Puis évidemment, un coup que j'ai vu les œufs étaient là, ben là, je l'ai enlevé, puis là, j'ai mis simplement un bulleur en dessous pour gérer ça moi-même, puis ça a fonctionné. Pour moi, ça, c'est l'apothéose. Le seul point négatif que j'ai, c'est que les poissons ne sont pas toujours très beaux. Ils sont souvent assez ternes. Les gens aiment avoir une certaine beauté, la couleur. Ça, je le comprends bien. Mais moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, c'est l'espèce. Je voulais aussi parler d'un certain élément avec M. Poupard. C'est grâce à la Société d'aquariophilie que j'ai pu rencontrer des personnes, on pourrait dire, imminentes dans le hobby. Puis je voulais aussi justement parler de l'avantage du réseautage. Moi, je vais vous avouer franchement que quand j'ai commencé l'aquariophilie, je connaissais pas vraiment assez ça, ou du moins, je n'étais pas encore assez dedans pour vraiment connaître les sociétés d'aquariophilie, les clubs. Mais maintenant que j'ai découvert ça, je dois vous avouer que le réseautage, ça s'établit avec le temps, mais il y en a un qui s'établit en participant avec les conférences. Ben là, tranquillement, pas vite, on jase un peu avec certaines personnes, puis on en apprend beaucoup plus. Ben, je veux pas, moi, c'est à cause de justement la société que j'ai rencontrée, Hotman. Le réseautage de la société là-dessus, c'est un must. Je pense que c'est un grand avantage d'avoir ça. Ça fait longtemps que je suis là-dedans. Puis, je m'aperçois que les aquariophiles, en général, entre guillemets, c'est des gens un petit peu solitaires. Dans les fish rooms, puis ils communiquent pas tant que ça. Maintenant, les clubs donnent l'opportunité de créer des liens puis d'amener ça un petit peu plus loin. Mais ça correspond pas toujours à la notion primitive de ce que c'est qu'un aquariophile. Les aquariophiles sont plus dans sa grotte, dans sa cave, un ours dans sa tanière. Moi, là, à chaque fois que je vais chez des aquariophiles, là, je regarde, je pose des questions et j'apprends. Même si j'ai beaucoup d'expérience, là, ça fait longtemps que je suis là-dedans, je peux dire que j'ai toujours appris quelque chose. Ben, ça se voit que, comment je pourrais dire, moi, ce que j'aime beaucoup quand je discute avec les gens qui se connaissent un peu plus, là, comme vous, c'est que vous avez vraiment votre façon, vous avez développé votre manière de penser par rapport à ça, votre manière d'agir. Il y a toujours un pourquoi dans vos ajustements, dans les méthodes, il y a toujours un... Puis vous voyez, exemple, la dureté de l'eau, de la façon que vous m'en avez parlé, vous m'avez comme convaincu qu'il faut que je porte beaucoup plus une grande attention là-dedans. J'en posais pas assez d'attention parce que, justement, je me cassais pas trop la tête, j'avais jamais vraiment vu les impacts. À partir de maintenant, je dois vous dire que le reste va devoir venir dans une autre partie, une autre vidéo. Je tiens à dire un gros merci à M. Poupard parce que c'est pas toujours facile de mettre son visage à découvert pour tout le monde, le grand public. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, gênez-vous pas de mettre le pouce en haut. Salut, bon projet!